Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une journaliste qui a décidé de secourir l'un des biens les plus précieux dont nous disposons, à savoir le livre. Il prend un peu la poussière, c'est vrai. Elle est grand reporter au Figaro, responsable des portraits et nous sommes ravis de la recevoir pour la toute première fois sur ce plateau. Bonjour Anne Fulda. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. L'heure des livres, donc c'est le nom du rendez-vous que vous présentez chaque après-midi sur CNews. C'est une émission littéraire dans laquelle vous recevez des essayistes, des philosophes, des romanciers. Et ce mercredi à 14h50, vous accueillerez dans votre studio l'inénarrable Frédéric Becbédé à l'occasion du 600e numéro. Est-ce que ça veut dire que dans votre bibliothèque, on retrouve vraiment plusieurs centaines d'ouvrages ? Ah oui, oui, oui. Ah ouais ? Oui. Mais alors comment vous faites pour les ranger ? Parce qu'il faut de la place quand Mais même. c'est pas rangé justement, il y a beaucoup de piles. Augustin Trapenard, lui, voilà. classe tout par ordre Oui, je ne sais pas comment il fait. alphabétique, par auteur. Enfin, moi, au début, c'était comme ça, mais là, je suis un peu submergée par les livres. Oui. Ah, vous êtes submergé. Un peu. Mais vous en recevez combien par semaine des livres ? Oh, je sais pas, j'ai pas compté, mais une bonne cinquantaine, oui. Au moins. Ah oui, quand même, une Et vous en cinquantaine. lisez combien ? Ah, je ne lis pas les 50, j'en lis à peu près 7-8. Ah oui, ce qui est déjà Ce qui est quand même pas mal. Et les 7-8 débouchent Par jour. systématiquement sur des interviews dans l'heure des livres ? Non. Non, pas toujours. En fait, ce sont vos coups de cœur que vous recevez dans cette émission ? C'est des coups de cœur. Alors, après, pour être très honnête, c'est difficile toujours de tout lire avant, Ouais. parce que pour une question de temps, de laps de temps entre le moment où on reçoit et le moment où on programme. Donc parfois, on décide d'inviter tel ou tel invité parce qu'on connaît l'écrivain, qu'on aime bien son œuvre, ou parce qu'on est attiré par le sujet, ou voilà, parce qu'on aime son style. Voilà. Mais en général, on essaie de lire avant, mais parfois, je dois reconnaître qu'on lit la semaine d'avant, quoi. Et c'est vrai que c'est un tabou dans le monde littéraire, mais est-ce que vous les jetez parfois, les livres ? Ça vous arrive ou pas ? Non, c'est quelque chose de sacré. Je ne peux pas jeter de livres. Ouais. Je peux jeter des épreuves. Oui. Donc c'est le livre qu'on reçoit, ce que reçoivent les journalistes avant la parution. Mais un livre, non. Un livre, ça se donne, mais ça se... Non, on peut pas, je ne peux pas le jeter. Non. Et combien de minutes par semaine vous consacrez à la lecture ? Ça doit être très chronophage si vous lisez 5 livres par semaine. Je n'ai pas fait de compte précis. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'aussi il y a certains livres qui sont plus faciles. Par exemple, les romans, je les lis toujours vraiment en entier, parce que pour s'imprégner vraiment de la patte d'un écrivain, pour entrer dans l'intrigue, parfois sur certains essais, on peut lire de façon, enfin, tout en lisant l'essentiel, mais plus transversale. Oui, ça peut être un peu plus superficiel. Vous pouvez faire quelques impasses sur ce genre de livre. Eh bien, écoutez, on va parler dans quelques instants du 600e numéro que vous avez présenté en compagnie de Frédéric Becbédé. Ce sera ce mercredi sur CNews. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Sarah Lecoeuvre. Allez Sarah, on commence les infos médias avec Emmanuel Macron qui s'invite au JT de 20h sur TF1 et France 2. Et oui, ce sera ce jeudi. Le président de la République répondra aux questions de Gilles Boulot pour TF1 d'un côté et Anne-Sophie Lapix pour France 2 de l'autre. Alors, à 3 jours des élections européennes, il s'exprimera évidemment sur le scrutin à venir, mais aussi sur la situation en Ukraine et à Gaza. Et il faut le préciser, il sera en direct depuis Caen, à l'occasion des 80 ans du débarquement. Alors, à l'annonce de cette interview, plusieurs partis politiques comme les Républicains ou la France Insoumise ont dénoncé cette intervention et saisi l'Arcom pour que le temps de parole du chef de l'État soit décompté pour la liste Renaissance dans la campagne des Européennes. En 2017, vous aviez sorti un livre sur Emmanuel Macron, intitulé Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait. C'était aux éditions Plomb. Oui. Est-ce que 7 ans plus tard, il est toujours parfait, Emmanuel Macron ? Alors, c'était ironique, je ne sais pas. je tiens à le préciser. Ce n'était pas un pamphlet, mais ce n'était pas non plus un livre dans lequel je disais qu'Emmanuel Macron était un jeune homme si parfait. Alors, c'est compliqué. Bon, d'abord, c'est compliqué d'être à la tête d'un pays comme la France aujourd'hui. Ce qui manque peut-être, c'est... si ce n'est sur les idées européennes, qui sont, je pense, chez lui, des vraies convictions. Sur le reste, ça manque d'un tronc, de quelque chose de solide sur lequel qui serait comme une base. Voilà, on a un repère. Voilà. Donc, il y a quelque chose de parfois louvoyant chez lui, et on aimerait qu'il y ait quelques idées claires qui se dessinent plus. Voilà. Sur certains sujets. Voilà. Alors Anne Fulda, vous avez couvert pendant de très longues années la politique, sous Jacques Chirac déjà pour le Figaro. C'est correspondant à l'Élysée. Oui, j'étais accréditée à l'Élysée, comme on dit. J'ai fait ça plus de 10 ans. Donc à l'époque, c'était d'abord un premier septennat, puis
puis quinquennat. Et bon, c'est vrai que c'est une aventure assez extraordinaire. Puis en plus, c'est commencé... parce que j'étais jeune journaliste à l'époque, et en fait c'est amusant parce qu'il y avait pas mal de jeunes journalistes qui suivaient Jacques Chirac pour une raison simple, c'est qu'à l'époque il y avait eu ce grand duel fratricide avec Édouard Balladur, et que la plupart des chroniqueurs, des gens un peu capés qui suivaient la politique se disaient c'est lui qui va gagner, donc c'est lui qu'on va suivre. Donc les petits jeunes, on les avait mis avec Jacques Chirac. Avec Jacques Chirac. Donc à l'époque c'était mon cas, et on était quelques-uns, et dans la foulée de sa victoire que vraiment peu de gens avaient imaginé, et qui était d'un point de vue politique quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'il y avait quelque chose d'assez épique, parce que tout le monde disait qu'il était foutu, on poussait à retirer sa candidature. Donc dans la foulée, quand il a été élu, j'ai eu l'immense privilège, parce que c'est quand même un poste extraordinaire, d'être accrédité à l'Élysée, et donc de le suivre en France, dans ce nombreux déplacements, mais aussi à l'étranger. Et ça vous manque pas, la politique? Vous en faites moins aujourd'hui, hein. Je le disais, vous êtes responsable des portraits aujourd'hui au Figaro, vous êtes grand reporter, vous maniez un peu moins cette matière politique. Ça me manque pas vraiment. Alors bon, c'est vrai que la dernière fois que j'en ai traité, mais c'était lorsque j'ai écrit ce livre sur Emmanuel Macron. Mais c'était un portrait. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a toujours beaucoup intéressé dans la politique, c'est ce qui meut ces hommes qui sont convaincus qu'ils peuvent arriver au sommet, quoi. Donc, et là, ça me manque moyennement, parce qu'en fait, je trouve, et c'est un peu terrible, je ne vois pas de personnages qui ont cette flamme. Même aujourd'hui, dans la nouvelle génération. Bah oui, justement, c'est ça qui m'inquiète un peu. Jordan Bardella, par exemple, Gabriel Attal, qui font partie de la nouvelle génération politique. Oui. Non, ils sont à suivre, mais c'est vrai que bon, à l'époque, quand j'avais fait Emmanuel Macron, il n'était pas du tout donné gagnant. D'ailleurs, mon éditeur voulait que je fasse un livre sur François Fillon, et je lui ai dit mais Macron, c'est plus drôle. Il me dit bon, si tu veux, un peu l'air de dire bon, fais ce que tu veux, ça va pas vendre beaucoup. Et puis bon, finalement, ça. Grâce à des circonstances assez étonnantes, il a eu les planètes alignées, plus une campagne très bonne, il a gagné. Mais c'est vrai que bon, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de personnages aussi intéressants à suivre aujourd'hui. Alors justement, vous êtes responsable des portraits, vous connaissez très bien la politique. On va vous demander en un adjectif de qualifier les derniers présidents de la République. Alors évidemment, Emmanuel Macron, on va commencer par lui, puisque c'est celui qui actuellement dirige la France. En un adjectif, comment vous le définiriez, Emmanuel Macron? Opaque. Opaque, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne sait pas clairement où il va. François Hollande? Je vais dire quelque chose qui va surprendre. Je pense sous-estimé. Sous-estimé. Ah bon? Vous pensez que l'histoire sera indulgente vis-à-vis de François Hollande? Je pense que, notamment concernant la politique étrangère, oui. Notamment au Mali. Notamment concernant le Mali, concernant aussi la posture qu'il a adoptée après la vague d'attentats qui a touché la France. Il s'est bien comporté. Après, je ne dis pas que j'adhère à sa politique, mais je trouve que les moqueries ont été trop importantes par rapport, finalement, c'est pas parce qu'il était sous la pluie avec un costume trempé que c'était pas un président qui a su tenir le cap. Non pas que j'adhère une fois de plus à toutes les mesures qu'il a prises, mais il ne méritait pas autant d'opprobre. Disons que parfois la forme a été bien plus commentée que le fond, et bien plus critiquée. Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy, c'est pas un qualificatif, mais je dirais une force qui va. Oui, et ça, c'est quelque chose qui manque. C'est-à-dire cette vitalité, cette impulsion qu'il donnait tout le temps. Alors, il a été, comme il l'a dit lui-même, assez empêché pendant son mandat par différents événements, comme c'est souvent le cas de tous les présidents. Mais il y avait quand même une ligne directrice qui était claire. Et Jacques Chirac, enfin? Et alors Jacques Chirac, méconnu lui aussi, en fait. Enfin, pas opaque comme Emmanuel Macron, mais en fait, je l'ai suivi pendant des années. J'ai écrit un livre sur lui, j'ai fait un documentaire. Et en fait, je ne sais pas qui c'était. Oui, vous n'avez jamais réussi à percer ces mystères. Oui, parce que je ne suis pas sûre que c'est l'image qu'il donnait de cet homme, qui certes aimait les gens, qui vraiment savait y faire dans le contact.
je ne sais pas si au fond, c'était pas un grand solitaire. Ouais. Donc, Comme beaucoup de présidents, d'ailleurs, on dit que généralement, le président est quelqu'un de seul. pouvoir La isole, fonction, la fonction isole. Valéry Giscard d'Estaing, notamment, dont on a parlé ici avec Olivier Duhamel, qui nous a expliqué, Patrice Duhamel, pardon, qui nous a expliqué qu'effectivement, lui, il était seul lorsqu'il a appris les résultats du second tour à l'élection présidentielle, qu'il était seul aussi lorsqu'il a appris sa défaite plus tard face à Jacques Chirac, justement, à ce moment-là. Donc, Mais c'est une personnalité intéressante. Et là aussi, je pense que ses actions en politique internationale seront peut-être aussi réévaluées avec les années. Sa position, on l'a beaucoup dit, la position au moment de l'Irak, du non à l'Irak, mais son analyse et sa culture générale historique et politique sont quelque chose qui manque aujourd'hui, je trouve. Allez, on termine ces news médias avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 1. Et oui, la première place, puisque c'est la place que s'offre CNews aujourd'hui pour la toute première fois de son histoire. La chaîne du groupe Canal+ dépasse BFM TV sur tout le mois de mai. Donc franchement, ils doivent sabrer le champagne, je pense, dans les locaux de Canal+. La chaîne dirigée par Marc-Olivier Fogiel perd son piédestal d'une courte tête seulement. 2,8% de part d'audience pour CNews, 2,7% pour BFM TV. On s'y attendait, c'était qu'une question de temps pour CNews. Ça vous étonne, cette première place? C'est le résultat d'un long travail de longue haleine? Alors, il faut féliciter Serge Nedjar, qui dirige la chaîne, qui a su... je pense qu'il a senti l'air du temps. Alors, effectivement, il y a parfois des polémiques, mais c'est une chaîne qui a su occuper un créneau qui était vacant et qui a su s'adresser à des gens auxquels on ne s'adressait jamais, en fait, et permettre à certaines personnalités qu'on entendait peu, et donc certaines opinions, de se faire entendre. Et ça vous agace, les critiques récurrentes vis-à-vis de CNews? Cette chaîne a énormément de détracteurs dans la sphère politique, notamment de la France Insoumise, qui parfois boycottent cette chaîne. D'autres aussi, plus anonymes, critiquent en permanence cette chaîne. C'est devenu parfois un sport national. Ça vous agace, vous, en tant que visage d'antenne de CNews? Oui, obligatoirement. Enfin, ça m'agace surtout lorsqu'il y a de la mauvaise foi, Et puis lorsque c'est des personnes qui, comme vous venez de le dire, refusent même de venir participer à des débats. Donc, on peut pas. Qui a refusé, par exemple, Raphaël Glucksmann, je trouve ça étonnant. Moi, je reçois des écrivains, la plupart viennent, enfin des écrivains, des essayistes, etc. J'ai eu 1 ou 2 refus de personnes, et je trouve ça assez dommage, de personnes qui me disent non, on ne viendra pas. Parce que c'est CNews. Oui, mais peu. Enfin, je pense que beaucoup moins par rapport à d'autres émissions, parce que c'est un peu une parenthèse. Une parenthèse, voilà. Mais je trouve ça dommageable parce que très souvent, effectivement, c'est des personnes qui ne regardent pas, et c'est des postures idéologiques et de principe, en fait. Donc, oui, ça, c'est gênant. Très peu de personnes refusent. En tout cas, vous en avez reçu au moins 600 des invités, dont Frédéric Becbédé, dont on va parler tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Le 600e numéro de l'heure des livres, ce sera ce mercredi 5 juin à 14h50 sur CNews. Avant que l'on s'en penche un peu plus en détail sur cette émission spéciale, l'heure des livres, c'est quoi exactement? C'est un entretien, un face-à-/face on ne peut plus classique entre une journaliste, à savoir vous, et un auteur, c'est ça? C'est ça. Simplement. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est un format qui est assez rare, d'ailleurs qui n'existe sur aucune autre chaîne d'information, ni d'ailleurs aujourd'hui plus sur aucune chaîne dans ce format-là, dans ce type-là. Donc c'est vrai que lorsqu'à l'époque on m'a proposé cette émission, j'ai trouvé que c'était vraiment un défi intéressant à relever, parce que en plus c'est pas si évident que ça de recevoir quelqu'un et d'essayer de retirer la substantifique moelle de son livre en 6 minutes. En 6 minutes, c'est très court. C'est pas frustrant, ça d'ailleurs, de les avoir que 6 minutes? Alors oui, parfois c'est frustrant, mais en fait c'est un format, et c'est en ça que je trouve qu'ils ont eu une initiative intéressante et intelligente qui correspond à l'époque, et qui correspond aussi à une chaîne d'information. Donc tout va très vite. Voilà, tout va très vite, et peut-être que certains s'en détourneraient si c'était plus long. Mais là, c'est vrai que je pense que c'est vraiment un format qui colle avec l'époque. Et là où le 600e numéro est très intelligent et en tout cas exceptionnel, c'est que vous allez de toute façon garder cette case de 6 minutes avec Frédéric Becbédé. La seule différence, c'est que vous allez proposer un entretien bien plus long de 26 minutes que vous allez mettre à disposition sur la plateforme MyCanal. Pourquoi vous ne garderiez pas cette formule pour le reste des interviews que vous allez animer à partir du 600e numéro? Alors, peut-être pas
toutes les interviews, enfin, non, je ne veux pas faire de hiérarchie dans les écrivains que je reçois, mais c'est vrai que peut-être certains méritent vraiment 26 minutes, d'autres moins, quoi. Ouais. Donc ça pourrait effectivement se faire pour quelques-uns. Ça dépend du livre. Frédéric Becbédé, Lévaux. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît d'ailleurs chez lui? C'est son goût de la provoque, c'est son talent aussi. Son talent, en fait, on l'a choisi parce que son talent d'abord, et puis en plus, et je pense que c'est important, son côté accessible. C'est-à-dire que c'est un écrivain, il le dit lui-même d'ailleurs dans son dernier livre, normalement il aurait dû travailler, il avait commencé d'ailleurs, travailler dans la pub, être un playboy, ce qu'il était aussi, c'est ce qu'il dit lui-même, Ça ne l'a pas empêché. Gagner beaucoup d'argent, enfin bon, il n'était pas programmé pour être écrivain. Donc un peu par hasard, il a eu un premier livre qui a marché, il a continué dans cette veine, et aujourd'hui il est aussi critique, il y a ses critiques littéraires, ses chroniques littéraires dans le Figaro Magazine chaque semaine, je trouve qu'ils sont un petit bijou, je trouve que c'est devenu un des meilleurs critiques littéraires de la place, qui parle des livres avec gourmandise et qui en parle de façon accessible, et ça je trouve que c'est important et intéressant. Et en plus, dernière raison qui fait qu'on l'a invité, c'est que son dernier livre est un dictionnaire amoureux des écrivains d'aujourd'hui, contemporains, vivants, et un écrivain qui rend hommage et honneur à ses contemporains, c'est pas si courant que ça. C'est assez rare. C'est vrai. Alors qu'en général, il est assez courant et facile de dire Flaubert, Proust, je suis dans le sillage de Proust, mais de rendre hommage à des gens qui sont ses pairs, je trouve que et ses concurrents bien. aussi, d'une certaine manière. Voilà, exactement. Et parmi les 600 numéros que vous avez tournés, quel est l'entretien le plus marquant pour vous? Alors, l'un des plus marquants, c'est pas obligatoirement d'ailleurs pour ces livres, mais c'est parce que ça a une dimension sentimentale, c'est lorsque j'ai reçu Hélène Carrère d'Encausse, qui à l'époque était l'Académie secrétaire française, de l'Académie française. Non, mais j'ai oublié le nom. Oui. C'est pas bien. La tsarine qui a été mon professeur que j'ai vu en amphi quand j'étais il y a quelques années à Sciences Po, et dont j'admire beaucoup le parcours. Et d'avoir la secrétaire perpétuelle de l'Académie française qui venait pour cette émission de 6 minutes, j'ai trouvé que c'était une marque de confiance, et j'en été, c'est vrai, émue et honorée. Voilà. Et puis en plus, son parcours, je trouve que le parcours de cette femme qui a raconté sa vie, alors son fils Emmanuel Carrère, écrivain, a dit qu'elle a occulté peut-être certains passages douloureux de sa vie. Néanmoins, quelle trajectoire quand même de cette femme qui, d'origine russe, géorgienne, arrivée en France, qui a été apatride un moment et qui devient comme ça, à la fin de sa vie, qui est à la tête de l'institution la plus prestigieuse qui représente la langue française. Moi, je trouve que ne serait-ce que cette trajectoire mérite d'être saluée. Voilà. Et quel est l'écrivain ou l'écrivaine que vous rêvez de recevoir? Alors là, il y en a beaucoup. J'aimerais bien recevoir Patrick Modiano. J'aimerais bien recevoir Michel Houellebecq, mais il est difficile, non, à obtenir. Enfin, sa parole est rare. Voilà, il ne parle pas beaucoup. Là, ça méritera 26 minutes le jour où vous aurez Michel Houellebecq. En 6 minutes, ce sera vraiment frustrant. J'aimerais bien Nicolas Mathieu, mais enfin, ça, c'est peut-être pas de l'ordre de l'impossible. Oui, son prochain roman. Emmanuel Carrère, on vient de parler aussi, de sa mère. Emmanuel Carrère, je pense à ceux que je n'ai pas reçus, parce que j'en ai reçu beaucoup. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que CNews, c'est une chaîne d'information en continu qui appartient au groupe Vivendi, dont Vincent Bolloré est l'actionnaire majoritaire. Ce groupe contrôle également des maisons d'édition. On peut en citer quelques-unes. Fayard, Grasset, Larousse et j'en passe. Est-ce que vous êtes obligé de recevoir les auteurs qui signent dans ces maisons d'édition-là, ou bien vous avez quand même votre mot à dire à un moment donné sur le casting? En fait, oui. D'abord, je choisis, je suis libre de choisir les invités que je reçois. Et puis, en fait, je vais vous dire, c'est pas très compliqué de recevoir des auteurs Avant, c'était Editis, aujourd'hui, c'est Hachette, parce que et Editis et Hachette sont les plus grosses maisons d'édition françaises. Donc, à partir du moment où on fait son marché, ce qui est le cas, ça ne me pose aucun problème. Donc, et je le fais. C'est naturel. Voilà, il n'y avait même pas besoin d'avoir de directive. Pas de consigne, quoi. C'est ça. Pas besoin d'avoir de libre. Alors, un récent sondage Ipsos, révélé en exclusivité par le Figaro, montre que la pratique de la lecture s'effondre chez les plus jeunes. Les 16-19 ans consacrent 1h25 par semaine contre plus de 5 heures par jour sur les écrans. Comment remédier à ça? C'est un vrai
D'ailleurs, c'est un sujet que l'on a abordé avec Frédéric Becbédé lors de cette émission. Alors, en fait, je pense qu'il va y avoir un sursaut. D'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai rencontré la semaine dernière pour la rubrique Portrait du Figaro un jeune entrepreneur qui a créé une boîte qui s'appelle Alan, qui s'appelle Jean-Charles Samuelian, et qui expliquait, alors qu'il est trentenaire, qu'il s'interdisait les écrans le soir et qu'il s'obligeait à 1 heure de lecture. Et je pense qu'il va y avoir un moment que le balancier est allé trop loin et que malgré tout les gens se rendent compte qu'il y a une forme d'asservissement et d'abêtissement à être tout le temps scotché sur les écrans. Alors même si on peut aussi lire sur Kindle ou sur des écrans des livres, mais cette manière de consommer soit les informations sur Instagram, sur les sur réseaux TikTok, sociaux, sur les réseaux sociaux, en fait, c'est ça qui est extraordinairement chronophage les et réseaux qui sociaux enlève ont du temps de remplacé le lecture. livre. Voilà. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est ça. vrai. Dans le temps de lecture qu'on avait avant, aujourd'hui, on va plutôt scroller sur Instagram que d'ouvrir un livre. Ça, c'est assez terrible. Alors vous lisez, c'est vrai, mais vous écrivez des livres. On en a cité quelques-uns tout à l'heure. Le dernier en date, c'était Mes chers monstres aussi. Mes très chers monstres. Mes très chers monstres, non, c'est pas le absolument. dernier. En fait, le dernier, c'était un livre sur les femmes de pouvoir. Oui, que vous aviez dirigé. Voilà. Exactement, c'était sous votre direction, Et absolument. là, j'en écris un qui va sortir en septembre, qui est un livre que j'écris avec Olivier Goua, qui est un entrepreneur qui a la maladie de Charcot. Il a été l'objet d'un documentaire qui est sorti il y a presque il y a 1 an, qui s'appelle Invincible été, et on écrit un livre à 2 voix autour de la maladie de Charcot. Mais tous ces livres, ce sont les fruits en tout cas de travail journalistique, d'un travail journalistique. Est-ce que vous n'avez pas envie de prendre la plume pour faire un roman, par exemple ? Si. D'ailleurs, j'ai un éditeur qui s'il entend, me dit qu'il vous y encourage. Il m'y encourage. Il vous attend. Et c'est vrai que, Mais qu'est-ce qui vous en empêche ? La tentation. Ah, ça c'est compliqué. L'empêchement, c'est un vrai sujet. C'est quoi, le temps, ou peut-être vous avez peur de ne pas être à votre place ? C'est pas le temps. C'est vrai que peut-être, comme je reçois beaucoup d'écrivains, je me dis que d'écrire un livre, par exemple, jamais je dirais que je suis écrivain, j'écris des livres, j'en ai écrit 7-8, mais pour moi, dire qu'on est écrivain, ça a quelque chose presque du domaine de sacré. Aussi, voilà. Donc c'est vrai que j'ai du mal à passer le pas. Tiens, et si vous deviez tirer votre portrait, qu'est-ce que vous diriez ? L'autoportrait d'Anne Fulda, ça donnerait quoi ? Impossible. C'est absolument impossible. Non. Un peu empêché, justement, par exemple, pour écrire. Non, alors là, c'est terrible ce que vous demandez. Impossible de vous dire. Mais les portraits, justement, Mes très chers monstres, c'est l'avant-dernier livre que vous avez sorti. Pourquoi, pour les personnes qui nous regardent, vous les qualifiez de monstres ? C'est à première vue pas très flatteur. Ah si. Alors ils sont. D'ailleurs, pour revenir un petit peu à la question, je pense que faire les portraits des autres, c'est une manière de s'abriter, et peut-être à travers les personnes et les personnalités choisies, c'est une manière de peut-être en filigrane de faire un portrait. Voilà. Mais dans les portraits, dans les monstres que j'ai choisis, c'est des monstres parce qu'ils sont extraordinaires au sens premier du terme. Ils sortent vraiment de l'ordinaire par une carrière exceptionnelle, par une trajectoire exceptionnelle, et que très souvent, que ce soit parce qu'il y avait Gérard Depardieu, dont on n'a plus le droit de parler, mais dont je parle volontiers parce que c'est un monstre. Par l'aspect monstre, il y a aussi l'aspect d'intouchable. On l'avait vu aussi en télévision avec Patrick Poivre d'Arvor. Il avait aussi ce qualificatif-là. C'est des monstres parce que parfois, pas pour Gérard Depardieu en l'occurrence, mais pour d'autres, leur narcissisme est absolument dévastateur pour les autres, pour leur entourage, voilà. Et parce que quand on est comme ça exposé à la lumière, parce qu'on l'a souhaité, et quand on est au sommet, ça se fait rarement sans qu'il y ait quelques cadavres autour. Et vendredi dernier, nous recevions à votre place un monstre de l'image. Il s'appelle Jérôme Revon, c'est un réalisateur, vous le connaissez sans doute, il avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir. Que faites-vous le 20 juin ? Parce que je fais le vernissage de mon exposition Passage Cinco, Passage Choiseul. Et si vous êtes libre, vous êtes la bienvenue. Et je crois qu'on avait un ami en commun qui était Christophe Milan, qui s'occupait de moi pour les photos et que vous aimiez beaucoup. Qu'est-ce que vous faites le 20 juin ? Vous êtes invité à son vernissage. Je vais y aller. Écoutez, vous n'avez pas le choix maintenant, vous ne pouvez pas refuser. Je vais y aller. Et alors, vous avez un ami en commun qui apparemment est un photographe. Je ne sais pas si vous avez entendu son nom. J'ai pas bien entendu son nom. Christophe Milan, il me semble. Voilà, exactement. Bon, voilà, en tout cas, c'est Jérôme Revon qui a réalisé d'ailleurs plusieurs débats de l'entre-deux tours à la présidentielle. Oui. Vous y reviendrez à la politique ou pas un jour, Anne Fulda ?
enfin à la politique, c'est-à-dire de traiter de Oui. politique, peut-être, Ouais. Vous auriez aimé couvrir la campagne des européennes? non. Non, c'est vrai. Au moins, c'est clair. Non, en fait, enfin, cela dit, elle est intéressante parce qu'elle est effrayante. C'est-à-dire Ouais. que la violence qu'il y a dans cette campagne, qui est essentiellement le fait d'un parti, Ouais. qui est LFI, est absolument effarante. Je trouve qu'on a basculé en quelques années dans... Oui, dans quelque chose qui... Enfin, il faut surveiller. Cela dit, c'est vrai que vous pourriez me dire, justement, c'est peut-être le moment Ouais. de regarder, parce que... D'y revenir, peut-être. D'y revenir. Ouais. Peut-être en 2027 pour la présidentielle. Ouais. Peut-être, si un candidat En Se tout cas. se détache. détache et m'intéresse. Vous viendrez nous en reparler en tout Voilà, cas, j'espère, avec Anne Fulda. plaisir. Merci d'avoir été Merci notre à vous. invitée. Je Merci. rappelle que vous présentez le 600e numéro de l'heure des livres. Ce sera ce mercredi 5 juin à 14h50 sur CNews. Et vous êtes également grand reporter au Figaro et responsable des portraits. Merci d'avoir été autour de Merci cette à vous. table. Merci. Et le Buzz TV revient dès demain avec Alexandra Rojo, vainqueur de l'émission Au Micro sur Canal+. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.